J'ai cette question qui m'a été posée. Peut-on affirmer que c'est la coiffe qui fait mal? Et en fait, déjà, avant de parler de ça, il y a un mot-clé dedans, c'est ça, qui fait mal. Donc la notion de douleur. Pareil, on m'a demandé un topo de 10-12 minutes. En 10-12 minutes, je ne peux pas m'étayer sur le fonctionnement de la douleur. Donc je vais juste me restreindre à cette citation que j'aime beaucoup, qui dit que la douleur est une opinion du cerveau sur l'état de danger de l'organisme. J'aimerais que vous puissiez juste garder ça dans un coin de votre tête, parce qu'on y reviendra un peu plus tard. Le deuxième mot-clé, c'est la coiffe. Et là, du coup, on me dit, mais peut-on affirmer que c'est la coiffe qui fait mal? Et ça, je vais sûrement vous donner une réponse qui ne va pas vous plaire, parce que oui, non, ça dépend. Tout est le dans « ça dépend ». Ça va dépendre de quoi? Je vous propose 3 éléments à garder en tête. Ça va dépendre du degré de précision souhaité. Ça va dépendre de la zone d'atteinte de la coiffe. Et ça va dépendre de la réponse du patient. On a commencé à évoquer un peu le sujet là juste avant. Donc on va essayer de s'intéresser à ça. D'abord, dans le degré de précision souhaité, en musculo-squelettique, actuellement, on essaye de développer des phénomènes de stratification. Ça s'appelle des classifications. Ça nous permet de mettre des gens dans des boîtes. Mettre des gens dans des boîtes, c'est bien parce que du coup, c'est facile. On sait ce qu'on fait avec eux. Sauf que, parfois, les gens peuvent être dans plusieurs boîtes en même temps. Parfois, notre boîte, elle est trop petite pour accueillir tout le monde. Et je vais du coup vous citer Anne Cools, qui a une remarque que je trouve tout à fait pertinente, qui disait « Nous ne devrions pas essayer de mettre tous les patients sous le même parapluie, il ne sera jamais assez grand pour protéger tout le monde de la pluie. » Donc même si des fois on essaye de trouver des caractéristiques qui sont communes, à savoir que dans ces cas-là, c'est des gens qui ont des épaules plutôt faibles et douloureuses, c'est la caractéristique commune, intrinsèquement, les caractéristiques peuvent être différentes. Et parfois, on n'arrive pas à les classifier. Et nous, on va s'intéresser principalement aux douleurs d'épaule en lien avec la coiffe ici. Je vais vous laisser quelques secondes pour regarder cette petite vidéo qui n'est pas de moi. Hein. Vous avez l'auteur qui apparaît ici, là. Parce qu'en fait, il y a énormément de structures dans l'épaule. Je crois que ça a déjà été évoqué. On a parlé de bourse avant, on a parlé de nerfs ce matin, on a parlé de plein de choses. C'est une structure qui est très riche. Mais je vous demande de garder ça en tête. Surtout, pour nous, en tout cas, en tant que kinésithérapeute, on n'a pas forcément eu l'occasion et la chance de pouvoir faire de la dissection, chose que nos collègues médecins font tous les jours, j'imagine. Donc forcément, là, ça vous choque pas. Sauf que nous, quand on apprend l'anatomie sur des bouquins, on voit des trucs bien délimités, bien clairs. Et quand on ouvre, c'est pas du tout comme ça, en fait. Pareil, gardons ça en tête. Pourquoi? Parce qu'on peut voir qu'il va y avoir une superposition, ça va se mélanger. Donc dans les fibres de collagène, dans les fibres musculaires, il va y avoir beaucoup d'anastomose, beaucoup de partage dans les insertions. Parce que traditionnellement, on utilisait quoi pour mettre en évidence une pathologie de coiffe? Des tests orthopédiques. Ça a déjà été évoqué, si j'ai bien compris juste avant, donc plein de tests existent. On s'est rendu compte de quoi? Que si vous souhaitez un diagnostic patho-anatomique précis, ce ne sera pas forcément possible. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas les faire, machin, tout ça? Ça, c'est une question auquel on va essayer de répondre. Mais peut-être qu'il faut déjà se délester d'un certain degré de précision. Pourquoi? Parce qu'en gros, quand vous demandez une résistance, là, par exemple, avec un bras de levier long, comme ça, sur un test de full can ou empty can, en fait, vous activez toute la coiffe. Donc, en fonction du degré de précision, ça ne va pas marcher. Donc là, peut-être que certains peuvent se sentir un peu comme ça, en se disant « Merde, putain, mais j'ai appris des tests pour diagnostiquer la lésion de supraépineux, la lésion de machin. » C'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que c'est pas pour autant qu'on va s'interdire de faire ça. J'aimerais juste vous présenter un principe que j'applique beaucoup, moi-même, dans mes prises en charge, dans mes examens cliniques, mais dans la vie en général. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas partir en discussion philosophique. Okay? C'est le principe KISS. Vous connaissez probablement déjà. C'est pour Keep it stupid and simple. Ou inversé, on s'en fout. C'est l'idée. Peut-être qu'il faut se simplifier la vie quand on aborde la coiffe. L'idée, c'est que la coiffe s'active de manière directionnelle. Ici, dans cette étude-là, par exemple, ils ont bardé de capteurs plusieurs sujets dans lesquels ils ont demandé des moments de flexion et d'extension plus ou moins chargés. Donc avec le charge, je crois, monté à 4 kg. J'ai plus le chiffre en tête. Puis, au pire, vous pouvez aller voir, vous avez la ref en dessous.
Et ils ont remarqué que si vous faites un mouvement de flexion, vous activez la coiffe postérieure. Si vous faites un mouvement d'extension, vous activez la coiffe antérieure. Donc comme la coiffe semble s'activer de manière directionnelle, qu'on n'est pas capable de pouvoir forcément identifier des zones précises, et bien peut-être qu'on peut tout simplement garder ça en tête. Je veux activer ma coiffe un peu derrière, un peu devant, pour savoir si elle fait mal. Alors il n'y a pas que ça, hein, souvenez-vous, c'est richement innervé, on va y revenir après. Mais on a quelques éléments aussi dits subjectifs, c'est-à-dire dans l'entretien avec le patient, à savoir la topographie. Les gens qui souffrent de pathologie de coiffe ont plus tendance à vous rapporter des topographies qui se situent au niveau du moignon de l'épaule, parfois dans le bras, mais rarement en dessous du coude. Il y aura un aspect on-off. On sait que le tendon, la structure tendineuse, est quelque chose qui répond à la contrainte. Donc il faut avoir une action sur elle. Là où à l'inverse, par exemple, si vous avez des pathologies plutôt inflammatoires, ben, vous n'aurez pas forcément le même schéma d'activation. Il peut y avoir une historique de changement dans la contrainte mécanique. Vous savez, tous, on a cet oncle ou ce frère qui n'a pas fait de tennis pendant 15 ans. Là, maintenant, les enfants, ils sont suffisamment grands, du coup, il a plus de temps pour lui. Il se remet au tennis, sauf qu'il rejoue au tennis comme il jouait il y a 15 ans. À votre avis, ça va se passer comment, lui, quand il va reprendre le tennis? Pas bien. Sauf que du coup, il va faire quoi? Eh ben, il va arrêter. Là, il va dire, j'essaie le tennis, j'ai mal. Anti-inflammatoire, bon, j'arrête. Ici, bon, on essaie la kiné, ok. Bon, moi, j'arrête, j'ai trop mal. Ici, et puis à la fin, je meurs. Voilà. C'est pas l'histoire naturelle des pathologies de la coiffe, hein, je vous rassure. Et un autre élément, c'est la prise en compte des facteurs de risque. Je vous laisse observer cette image et pensez aux facteurs de risque. Ça a commencé à être évoqué un petit peu avant. Il suffit que vous en avez plusieurs, à savoir gestes inhabituels. Combien de gens vous connaissez qui tournent des tronçonneuses pour tailler les haies? Bien. Deuxième chose, mouvement au-dessus du plan de 90, au-dessus du plan de l'épaule. Troisième chose, âge. On peut s'attendre que cette personne... Alors, je ne suis pas certain parce que c'est un peu flou, mais allez, je ne pense pas trop être dans le faux si je dis qu'il a plus de 50 ans. Ça va? Et pareil, je ne veux pas paraître un petit peu trop cavalier, mais il a peut-être un peu de diabète, ce monsieur-là. Donc là, vous avez 4 grands facteurs de risque des pathologies de la coiffe, en fait. Donc prenez le temps, ça a été aussi évoqué ce matin plusieurs fois, de faire un examen subjectif approfondi pour aller relever des éléments, c'est un jeu d'enquête en fait, hein, aller relever des éléments qui peuvent vous faire suspecter ça. Mais ça, c'est dans l'examen subjectif. Dans l'examen objectif, du coup, on va relever principalement 2 choses. Le fait que activement, les patients aient moins d'amplitude que passivement. Ça va faire, est-ce que vous pouvez mettre les bras au plafond? On va faire ça comme ça, j'arrive pas. Par contre, si moi je viens derrière et que je pousse, je suis capable d'y aller. Ça fait mal, mais je suis capable d'y aller. Donc c'est pour ça que vous avez des amplitudes actives inférieures aux amplitudes passives. Et l'idée, c'est qu'on va garder les tests résistés isométriques. Souvenez-vous, la coiffe s'active de manière directionnelle. En gros, on veut activer la coiffe un peu partout, au-dessus, en dessous, derrière, devant, et savoir ce qui se passe. Et on va relever différents éléments qu'on pourrait retrouver, douleur, faiblesse, ou tout autre type de symptômes que le patient pourrait ressentir associé à ça. La deuxième chose à prendre en compte, c'est la zone d'atteinte. Et j'aimerais voir avec vous, ou revoir avec vous, si vous connaissez déjà, la notion de câble de rotateur. C'est un élément anatomique qui n'est pas consistant, on ne le retrouve pas chez tout le monde, mais qui est en fait une structure transversale, un renfort transversal de la coiffe que vous voyez ici, là. Imaginez que dans le cas d'une lésion, là vous le voyez ici, donc vous voyez c'est un renfort un peu tubulaire. Imaginez que dans le cas d'une lésion qui atteint le supraépineux, par exemple, en amont de ce câble, eh bien, la force développée, le moment de force développé par l'infraépineux ici, bah, grâce au câble, va se répartir de manière homogène. Donc peut-être que vous avez des lésions qui seront... peut-être que des coiffes seraient fonctionnelles malgré les lésions. Parce que si vous avez une lésion qui est probablement en amont de ce câble, bah, vu que la force est toujours là, et que les tendons sont plutôt en lien avec des gestions de la force, gestion de la contrainte, bah, ça va marcher en fait. Vous faites une image, vous verrez un truc, mais la personne aura une coiffe qui sera fonctionnelle. Alors qu'à l'inverse, si vous avez une atteinte qui est en aval, ici la capacité
des structures tendineuses à transférer la force jusqu'à la tête ne sera plus possible, ou moins possible. Peut-être que dans ces cas-là, les lésions des structures tendineuses auront un impact. Et peut-être que là, on pourrait se dire, ok, ici, peut-être la coiffe qui rentre en jeu. Et dernier point, c'est la réponse du patient. Alors, vous avez du coup entendu plusieurs fois ce terme-là, à savoir la modification de symptômes. C'est pareil, un terme un peu parapluie qu'on utilise pour englober beaucoup de choses, un peu trop de choses, à mon sens. On a tendance à faire un peu de la magie quand on fait ça. En tout cas, c'est souvent comme ça que les patients peuvent nous l'évoquer. Pour ceux qui en ont déjà fait, les patients vous regardent comme ça, ils vous font « Waouh, vous êtes magicien ?» Non. Donc, gardons les choses simples, souvenez-vous. C'est un phénomène qui n'est pas consistant lors de l'examen. Le but derrière ça, c'est juste en fait de perturber l'expérience de douleur. Et souvenez-vous, la douleur, on s'est dit tout à l'heure que c'était une opinion du cerveau sur l'état de danger de l'organisme. Donc peut-être que tout ce que vous êtes en train de faire quand vous faites ça, c'est vous envoyer des afférences via vos mains, via des élastiques, via un changement de tonus musculaire. Peut-être que vous changez l'afférence qui arrive au cerveau pour changer l'efférence, à savoir la douleur. Peut-être que ça aura un intérêt pour nous parce que ça va réduire la menace perçue. Et si vous réduisez la menace perçue, vous allez réduire les comportements d'évitement. Et ça a été évoqué aussi ce matin avec les notions de facteurs psychosociologiques comme le catastrophisme. Peut-être qu'on peut aussi avoir un impact sur cet élément-là. Et quelques exemples. L'idée, c'est de venir changer quelque chose qui peut avoir plusieurs points de départ. Ça peut être une argumentation biomécanique, parce qu'on sait, par exemple, que dans les derniers degrés d'élévation de l'épaule, le rachis thoracique rentre en jeu. Peut-être que ça peut être une notion d'activation. Vous venez aider la scapula pendant le mouvement, ou à l'inverse, vous la freinez. Peut-être qu'en faisant ça, vous augmentez le tonus ou vous diminuez le tonus, c'est pas trop. Ou peut-être qu'en poussant sur la tête humérale, vous changez le tonus, vous changez... Tout à l'heure, il y avait des collègues qui parlaient de mauvais alignements. On ne sait pas trop. On a quelques données, par contre, sur le fait que, typiquement, quand vous cherchez à faire une préhension maximale, alors gardez en tête, c'était des sujets sains. Il y avait 25 sujets sains, chez qui ils ont demandé des forces de préhension maximale, ils ont regardé ce qui se passait au niveau de la coiffe. Et vous avez des activations substantielles des muscles de la coiffe. Peut-être qu'au final, quand on fait toutes nos manœuvres, qu'on va appeler de manière un petit peu vulgaire la modification de symptômes, peut-être que tout ce qu'on fait, c'est juste redistribuer la contrainte. Peut-être qu'on permet à la coiffe soit alors de mieux absorber la contrainte, soit on l'assiste, tout simplement en ayant soit une contrainte qui soit absorbée dans nos mains, ou dans un élastique, ou dans toute autre problématique. Et quand je dis qu'on peut affirmer que c'est la coiffe qui fait mal, basé sur la réponse du patient, pourquoi ? Si j'ai un patient qui me présente des caractéristiques subjectives en lien avec la coiffe, vous vous souvenez, douleur au niveau du moignon de l'épaule, en lien avec des mouvements, ou peut-être pas d'ailleurs justement, et avec certains facteurs de risque. Si cette personne-là, elle me présente aucune modification de symptomatologie possible, peut-être qu'il y a d'autres structures qui ne sont pas la coiffe, comme une bursite. Une bourse, c'est très richement innervé. Il y a énormément de nerfs là-dedans. Donc beaucoup de sources potentiellement nociceptives. Donc peut-être qu'une personne chez qui je n'arrive pas à obtenir de modification de symptômes, c'est peut-être une personne chez qui les structures en lien avec le phénomène douloureux chez le patient ne sont pas réceptives à la modification de la contrainte, tout simplement. Peut-être que là, quelqu'un chez qui je ne suis pas capable de modifier ça, peut-être d'autres phénomènes en jeu, type bursite. Je vous remercie de votre attention.